Alors, quand Nicolas m'a demandé de m'a proposé de prendre la parole aujourd'hui, j'ai préparé. On n'échappe pas à son métier, j'ai pris mes notes et toutes ces choses-là. Et c'est très vaste l'enseignement. Et tu as dit ce que fait la jeunesse. Et j'ai envie de reprendre cette parole en te disant c'est ce qu'on fait d'elle. Bien plus que ce qu'elle fait elle. Et donc là, il y a vraiment, ça peut paraître très curieux, mais il y a un plan. Il y a un plan pour la décerveler, il y a un plan pour l'empêcher de poser des vraies questions. Et je répète, hein, je vais vraiment être très succinct, vous le verrez, mais je pourrais passer une journée complète à parler de ça. Hein, parce que c'est un peu la métaphore de l'Afrique, on voit bien que ça s'écroule de toutes parts, et on ne sait pas très bien par quel bout commencer. Mais c'est ça, notre métier, on ne sait plus très bien par quel bout commencer. C'est la formation des maîtres, c'est plein de choses. Je répète, je ne vais pas être trop technique hein, par rapport à ça. Et donc, ce qu'on constate, ben, il y a plein de choses. Plein de choses. Alors, en effet, deux axes, c'est le lexique et la syntaxe. Je vous rappelle que la syntaxe, c'est la construction des phrases. Et jamais perdre de vue qu'une langue, elle est antérieure à nous et elle est extérieure à nous. Hein, donc, on doit l'apprendre. Et pour bien la maîtriser, on doit avoir ce qu'on appelle des outils. Je ne pourrais jamais m'arrêter sur ce terme « outil », parce que « outil » fait bien le lien avec la société technique dans laquelle on vit. Et c'est pas rien, parce qu'on parlait d'industrie, tout s'est industrialisé. On parle de l'industrie automobile, on parle de l'industrie de la culture, on parle de l'industrie de la mort, on parle de l'industrie alimentaire. Donc vraiment, on vit vraiment dans l'industrie. Donc il y a cette pensée technique qui a aussi envahi notre métier, par rapport à la poésie par exemple. Donc, je reviens, syntaxe, maîtrise de la langue et le lexique. Quelques mots sur la syntaxe. Si je vous dis cet après-midi, demain à la mer, irez-moi, vous m'avez tous compris. Ça ne pose aucun problème. Donc, si on réduit la langue à un outil de communication, en gros, ils n'ont pas besoin de venir à l'école. Voilà. Si on comprend qu'il y a un enjeu beaucoup plus important, c'est de lire des textes, de penser des textes, de s'approprier les textes du passé, donc l'école qui redevient le lieu de transmission, l'école de la transmission, là, c'est déjà autre chose. Et c'est dangereux pour leur programme. Hein, d'ailleurs, c'est quelque chose qui me frappe très très fort dans nos mouvements. On est tous quinquas, cadra, quinquagénaire, sexagénaire, etc. Très peu de jeunes. Et peut-être, enfin en tout cas c'est une hypothèse, peut-être tout simplement c'est parce qu'on a été formé comme ça. On n'a pas dû faire un gros effort. Moi en tout cas à l'école j'ai pas fait un gros effort pour apprendre, parce que j'avais simplement des personnes qui m'apprenaient. Et donc ça c'est l'idée de la syntaxe qui permet à penser, qui permet à évoquer, qui permet à construire, déconstruire un discours. Le lexique, donc l'importance des mots. Je vous rappelle que dans le Petit Robert il y a 60 000 mots. Et que les adolescents, c'est des moyennes, hein, tout ce que je vous dis là, hein, les adolescents donc en gros de 14 ans, ça oscille, tenez-vous bien, entre 500 et 3000 mots. Donc il y a des adolescents qui n'utilisent, donc c'est la langue maternelle, hein, qui n'utilisent que 500 mots et d'autres 3000. D'accord? Et puis alors il y a plein, c'est la fameuse échelle du Bois-Beuys en fait, hein, qui est remise à jour régulièrement. Et donc, la pauvreté du lexique, ben, on comprend aussi, si on ne peut pas nommer les choses n'existent pas. L'exemple que je pourrais donner, c'est un arbre, quand on se promène dans un parc, si on dit arbre, 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 et non pas charme, être, etc. Le charme n'existe pas, le être n'existe pas, le platin n'existe pas, ce ne sont que des arbres. C'est pareil pour les phénomènes sociaux. Et alors on pourrait se dire, oh non mais ça c'est parce qu'on ne s'y intéresse plus. Non, il y a un plan. Je pense que tout ça naît en gros dans les années 60. C'est là que ça va commencer à naître. Mais on peut remonter dans l'histoire. C'est que déjà au 18e, donc au moment de la Révolution française précisément, il y a un grand clivage qui va se faire. On dirait, j'irais l'école, je synthétise et je suis un petit peu caricatural, j'en suis très conscient. L'école rousseauiste et l'école de Condorcet. L'éducation, la transmission et l'instruction. Je m'arrête sur ces deux termes-là. Hein, l'éducation et l'instruction, pardon, et l'instruction. Aujourd'hui, on parle du ministère de l'Éducation. Vous savez que ce n'est qu'en 1961, en Belgique, qu'on est passé du ministère de l'Instruction au ministère de l'Éducation. C'est pas rien. C'est pas qu'un jeu de mots, là. Il n'y a pas qu'un jeu de mots, là. En France, c'est en 1932 que ce phénomène va exister. J'ai presque envie de pousser le bouchon un peu loin cet après-midi. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Rééducation. Et on est encore allé beaucoup plus loin. Et donc, il y a une mainmise de l'État. C'est clair qu'il y a une mainmise de l'État. Et pour encore illustrer ce que je vous dis là, à la fin du 19e, début du 20e, la classe sociale qui va résister le plus à ça, c'est l'aristocratie et la noblesse. Parce qu'elle n'en voulait pas.
Elle comprenait bien, on peut lui reprocher mille choses, mais elle était intelligente. Hein. Elle comprenait bien l'enjeu qui était là. Et bon, bref, et tout ça va se développer pour venir aujourd'hui, où, en effet, on parle non plus des sexes des anges, mais on parle de la théorie du genre et toutes ces choses-là, pris pour argent comptant. Hein. Je peux vous dire que dans mes classes, c'est touchant même. Hein. C'est les petites filles, les petits gars de 12 ans qui me parlent de ça. J'ai envie de leur dire, mais les amis, il y a un autre enjeu. Vous pensez bien que j'accueille cette parole avec le cœur comme possible, mais il y a un autre enjeu. Ben non, c'est vraiment ça. Voilà ce que je pourrais dire. Je pourrais encore dire plein d'autres choses par rapport à mon métier en général et le français en particulier. Allez, la dernière chose que je dirais comme présentation, c'est la disparition des héros. On n'enseigne plus les héros. Hein, un parmi d'autres, le Cid. C'est un héros, enfin je ne sais pas si vous l'aimez, moi je sais. C'est fabuleux, même Pierre Corneille en général d'ailleurs. Hein. Mais le Cid en particulier, ça ne s'enseigne plus. Sauf si quelques professeurs que je nommerais résistants le font. Et donc ça dépend trop de l'individu. On ne peut plus compter sur l'institution. C'est quelques personnes qui peuvent être un peu plus éveillées que les autres, peut-être plus amoureux des autres. Et si vous prenez, c'est très intéressant aussi, c'est la littérature jeunesse, en gros les thèmes, c'est quasiment toujours les mêmes. Hein, on parlait de la bien-pensance, c'est l'accueil, et Dieu sait si... J'espère que vous n'avez pas non plus mal interprété mes paroles, mais c'est on va accueillir le migrant, on va accepter la sexualité de l'autre, tout ce que l'on veut, et mais ça coule de source, car la plupart du temps, en plus, les jeunes sont généreux. La plupart du temps, hein, c'est assez spontané, cette générosité-là. Mais tout ce qui édifie, comme on disait jadis, hein, tout ce qui grandit, n'est plus enseigné. Et je suis dans l'enseignement officiel, moi je travaille à la ville de Bruxelles, hein, comme ça vous le savez, et ce n'est plus enseigné. Et les seuls, et j'en parle devant Alain, et il le sait même mieux que moi, les seuls qui résistent le plus, ben c'est la fraternité Saint-Pédis, hein, c'est les tradis, hein, c'est eux qui ont compris cette histoire-là et continuent à l'enseigner. Et ce qui est, si je sais que je peux le dire ouvertement, pensez bien, quand je suis à la ville de Bruxelles, je me tais, hein, si je enfin voilà, en 2-3 mots, ce que je pourrais dire. Et donc il y a tout l'enjeu dont on vient de parler, mais aussi la résistance psychique, psychologique, intellectuelle. Et donc, s'il y a une chose que moi je proposerais, c'est une école des cadres. C'est vraiment hein, apprendre aussi à résister. On parlait des mots, hein, donc hein, la sémantique. Enfin bon, je pense que vous avez saisi le thème général. Voilà ce que je peux vous dire cet après-midi. Mais quand on voit que le pacte d'excellence est piloté par McKinsey... Ah oui, non, c'est foutu. Mais il faut faire sécession, c'est clair. Ah oui, c'est pour ça que je parlais d'une école de cadre, hein, une façon de parler à l'ancienne. Hein, tu m'avais pas dit que Montvincent était trop subversif. Oui, allez, pour la dernière, c'est une anecdote véritable, hein, je la ramène. Guy de Maupassant. L'inspectrice du cours de français, hein, donc l'inspectrice du cours de français, ça remonte à pas si lointain, une dizaine, entre 10 et 15 ans. J'ai une conversation avec elle et nous abordons parmi plein de sujets Guy de Maupassant. Et elle nous demande de ne plus l'enseigner car trop élitiste. Guy de Maupassant. Et alors, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, elle part d'un constat. Et là il y a, je commençais par rapport à ce que tu me disais, ce qu'on a fait des jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont un État et on les maintient en même État. Et sauf s'il y a un climat favorable à la maison, j'enfonce les portes ouvertes hein, en disant ça, mais je le rappelle, sauf s'il y a un climat favorable à la maison, etc., jamais ils s'en sortiront, jamais. Et ils consommeront les McDo, ils verront les Netflix, etc. Donc oui, c'est vraiment passant. Et même avec un climat favorable, c'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué parce que quand on étudie, c'est la sociologie de la culture, si vous voulez, à classe sociale identique. Donc la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie qui a d'aujourd'hui comparée à la petite bourgeoisie des années 60, 70 encore, hein, donc des années 70, les centres d'intérêt sont tout à fait différents. Je vais envie de vous raconter, je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain Jérôme Leroy. C'est un très beau texte de sa part. Jérôme Leroy, il écrit un texte, il dit « Je me rappelle dans les années 70, quand mes parents recevaient les amis, nous enfants, on devait aller dans notre chambre. Et subrepticement, il descendait l'escalier et il entendait parler le repas de soirée, du samedi soir, et il entendait parler de Nabokov, il entendait parler de Céline, de Proust, c'était souvent des querelles. Même conversation aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Des vacances. Et c'est lapidaire ce que je dis là, mais il y a beaucoup qui se dit derrière ce petit texte. Et c'est bien vu, c'est bien vu. Enfin voilà.